Imaginez un peu la scène, on gagne à la loterie, ou alors on décroche enfin la promotion de ses rêves, ou même, je sais pas, on retrouve l'amour de sa vie à l'aéroport après des mois d'absence. Ouais, le moment parfait par excellence, quoi. Exactement. Le moment où l'univers entier semble s'aligner pour offrir une parenthèse de pure magie. Et pourtant, face à cet événement extraordinaire, la seule réaction dont le corps est capable, c'est un visage totalement de marbre, une immobilité presque glaciale. C'est très déstabilisant quand on observe ça de l'extérieur. Complètement. Parce que d'habitude, quand on pense aux réactions émotionnelles, on s'attend tous à une certaine logique, une précision presque médicale en fait. Un peu comme quand on passe une radiographie pour un bras cassé. On voit cette ligne blanche bien dentelée sur la radio et le médecin dit « voilà, le problème est là ». L'esprit humain, il adore ce qui est binaire, ce qui est visible et facilement catégorisable. Sauf que, dès qu'on met un pied dans la réalité complexe de notre système nerveux, et surtout de notre passé, cette belle machine à rayon X, elle vole complètement en éclats. Le paysage émotionnel devient infiniment plus flou, et c'est très exactement la mission de notre exploration d'aujourd'hui. Une mission plutôt ardue d'ailleurs. Ouais, carrément. Nous allons tenter de percer le mystère d'un phénomène qui est honnêtement complètement contre-intuitif quand on y pense. Pourquoi est-ce que certaines personnes ressentent un bonheur immense, viscéral, tout en étant physiquement et psychologiquement incapables d'en laisser paraître la moindre once? Mhm. On parle sans arrêt dans la culture populaire ou la psychologie de comptoir du fait de ravaler sa colère ou de cacher sa tristesse, ça on connaît. Mais réprimer la joie, c'est un sujet qui est presque tabou, ou en tout cas très ignoré. Alors décortiquons tout ça. Je suis ravie qu'on aborde ça, parce que ce qui est fascinant ici, c'est que ce phénomène détruit littéralement l'idée préconçue que l'on se fait du contrôle émotionnel. C'est-à-dire? Eh bien, dans les notes que nous analysons aujourd'hui, le postulat de départ est saisissant. Le mécanisme biologique qui verrouille un éclat de rire ou un cri de joie, c'est, à la virgule près, le même mécanisme que celui qui nous fait ravaler nos larmes lors d'un enterrement. Attends, vraiment? C'est exactement le même mécanisme. Exactement le même. C'est un seul et unique frein d'urgence. Sauf qu'ici, il est simplement appliqué à une émotion que la société étiquette à tort ou à raison comme étant positive et désirable. Mais attends, je ne suis pas sûr de te suivre sur ce point. D'un point de vue purement évolutif, ça semble complètement contre-productif, non? La joie, c'est pas censé être notre récompense suprême, le fameux signal chimique qui nous dit « Super, tu as survécu, continue de faire exactement ce que tu fais ». En théorie, oui, c'est l'idée classique qu'on s'en fait. Ben oui. Pourquoi est-ce que le cerveau déciderait soudainement de court-circuiter son propre système de récompense? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens si on le regarde sous l'angle moral. Mais le truc, c'est que le système nerveux ne s'intéresse absolument pas à la morale ou à la poésie des émotions. Il a une seule et unique obsession, c'est la survie. D'accord. Et pour comprendre ça, il faut vraiment regarder la biologie de base. Le corps, il ne lit pas un dictionnaire pour savoir si une émotion est une bonne ou une mauvaise chose. En fait, il lit une sorte de compteur Geiger. Un compteur Geiger, genre pour la radioactivité? Voilà, c'est une métaphore, mais il mesure l'intensité de l'activation physiologique de la même manière. Quand on ressent une immense joie, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps? Le rythme cardiaque s'accélère très fort, la respiration devient beaucoup plus courte, plus erratique, les pupilles se dilatent, il y a une énorme décharge d'adrénaline qui parcourt tout le corps. Ah ouais. C'est vrai que, dit comme ça physiologiquement, ça ressemble de manière assez troublante aux symptômes de la peur, ou même de la panique en fait. Mais complètement, c'est exactement la même signature physique. C'est une immense montée en puissance de notre système nerveux sympathique, celui qui gère l'action et l'alerte. Mhm. Et si par le passé, une personne a associé cette haute intensité à un danger, par exemple, prenons un enfant, si chaque fois qu'il était surexcité, qu'il sautait partout de joie, il a été violemment réprimandé, humilié ou puni par un parent fatigué, Le fameux calme-toi, tu fais trop de bruit. exactement, eh bien le corps enregistre une équation qui est d'une simplicité redoutable. Haute intensité égale danger. Et le pire, c'est que peu importe que cette intensité provienne d'une menace mortelle, genre un prédateur, ou d'un super cadeau d'anniversaire. Le corps s'en fiche de la source du coup. Voilà, le corps perçoit le pic d'énergie, l'aiguille du compteur Geiger dans le rouge, et il déclenche immédiatement le frein parasympathique pour tout éteindre et se mettre en sécurité. C'est fou. Physiquement, ça se traduit par les muscles de la mâchoire qui se crispent, la respiration qui se bloque net dans le diaphragme, le visage qui se fige. Le corps apprend au fil du temps à lisser l'expérience pour retrouver un niveau d'intensité qu'il juge, lui, comme étant sûr.
C'est incroyable de voir ça comme une simple équation mathématique de survie. En lisant nos sources pour cette analyse, ça m'a fait penser à une analogie. C'est un peu comme si notre système nerveux était le gros bouton de volume d'une chaîne hi-fi. Ah, j'aime bien cette image. Tu vois le truc? Ouais. Imagine qu'à un moment donné dans ta vie, pour éviter de faire exploser les enceintes ou pour ne pas réveiller des voisins super hostiles et violents, on ait collé un gros morceau de ruban adhésif sur ce bouton, pour le bloquer. Pour qu'il ne dépasse pas un certain seuil. Exactement. On le bloque à un niveau moyen, disons à 4 sur 10. Ce blocage, il est redoutablement efficace pour nous empêcher d'être complètement submergés par les basses tonitruantes du désespoir ou de la terreur. Ça nous protège. Mais inévitablement, en bloquant ce bouton fermement au milieu, on coupe aussi tout accès aux aigus éclatants. Aux notes les plus hautes. C'est ça. On coupe la musique vibrante de la joie. Et du coup, on est comme condamné à écouter la bande-son de sa vie dans une moyenne très sécurisante, certes, mais terriblement monotone. Ton analogie est vraiment très pertinente parce qu'elle illustre bien le coût de cette protection. Et la mécanique derrière ce fameux ruban adhésif. Elle est implacable. La biologie, comme on l'a vu, priorise toujours la sécurité avant le plaisir. C'est la règle d'or de notre espèce. La survie avant tout. L'évolution nous a conçus pour survivre dans un environnement rude et imprévisible. Elle ne nous a pas conçus pour danser de joie au beau milieu de la savane en attirant l'attention de tous les prédateurs des kilomètres à la ronde. Ouais, vu sous cet angle, l'exubérance, c'est un luxe évolutif. Absolument. Si le fait de rester invisible a été, à un moment précis de notre développement, la meilleure stratégie de survie possible, le système nerveux va continuer d'imposer cette invisibilité par défaut, même 30 ans plus tard, lors d'un simple repas de famille festif. D'ailleurs, en parlant de repas de famille, ça me fait penser à une situation hyper banale que beaucoup de gens ont dû vivre dans l'enfance. C'est un peu comme jouer au Monopoly en famille. Oh là là, le Monopoly, le destructeur de famille. Mais grave. Imagine, t'es en train de gagner. Tu viens d'acheter l'avenue des Champs-Élysées, tu as mis des hôtels rouges absolument partout, tu ressens une joie immense, une fierté d'enfant. Mais si, de l'autre côté de la table, t'as une petite sœur ou un grand frère qui est connu pour renverser violemment le plateau de jeu et hurler dès qu'il perd. Que fais-tu? Tu te fais tout petit. Bah ouais, tu contractes ton visage, tu baisses les yeux vers tes billets. Tu adoptes un ton super monocorde pour dire « Oh là là, quel coup de chance! Vraiment, j'ai de la chance au dé aujourd'hui. » Tu étouffes ta propre joie pour ne pas déclencher la crise atomique en face de toi. C'est un excellent exemple. C'est ce qu'on appelle en psychologie un micro-traumatisme d'adaptation. L'enfant apprend très vite que son expansion émotionnelle, à lui, cause directement la destruction ou le chaos de son environnement immédiat. L'équation se forme à ce moment-là. Exactement. Et si on répète ce genre de scénario des dizaines ou des centaines de fois, avec des enjeux qui sont parfois malheureusement beaucoup plus lourds et toxiques qu'une simple partie de Monopoly, la retenue devient littéralement une seconde nature. Le lissage émotionnel s'installe de façon permanente. Mais alors, et c'est une question que je me pose vraiment en lisant ce profil psychologique, une fois que ce ruban adhésif est bien collé, à quoi ressemble l'expérience intérieure de la personne? Parce que de l'extérieur, on pourrait super facilement croire que ces personnes sont juste insensibles ou qu'elles ont une personnalité naturellement froide ou effacée. Qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ce visage impassible? Eh bien, c'est là que réside le plus grand malentendu sur ce sujet. L'émotion n'est absolument pas absente. Elle est là. Elle est bien là. La joie naît. L'étincelle intellectuelle et cognitive est présente. La personne sait parfaitement, dans sa tête, qu'elle est en train de vivre un moment très heureux. D'accord, donc le cerveau comprend la situation. Oui, mais le système nerveux coupe l'alimentation électrique corporelle avant que l'énergie n'atteigne les muscles du visage ou les cordes vocales. Cliniquement parlant, cela se traduit souvent par ce qu'on appelle des micro-expressions avortées. Des micro-expressions avortées, genre un début de quelque chose. C'est ça, un sourire qui commence à peine à se dessiner au coin des lèvres, puis qui est immédiatement avalé de l'intérieur. Une incapacité physique totale à rire à gorge déployée, même quand c'est très drôle. Et surtout, il y a cette impossibilité viscérale de se laisser aller à l'emballement. C'est le frein à main. Dit en permanence, attention, ne t'emballe pas, reste sous contrôle, c'est dangereux. Le résultat final, c'est que l'individu devient un simple spectateur de sa propre lumière intérieure. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et super tragique d'une certaine manière, tu trouves pas? Ah, mais c'est d'une tristesse absolue pour la personne qui le vit. Est-ce qu'on ne pourrait pas comparer ça, pour rester dans les métaphores musicaux, au fait d'assister au concert du siècle? Le meilleur concert de ta vie. Sauf que pendant tout le show, tu portes un de ces énormes casques anti-bruit ultra performants comme sur les chantiers. Oui, je vois l'image.
Tu es dans la foule, tu vois les jeux de lumière incroyables, tu regardes le groupe se donner à fond sur scène, courir partout, tu comprends cognitivement, intellectuellement que c'est un moment légendaire, que tu as de la chance d'être là, mais à cause du casque, tu es totalement coupé de la vibration. Le son ne passe pas. Voilà, tu ne sens pas les basses percuter ta cage thoracique, le passage physique est rompu. L'expérience intellectuelle est intacte, mais l'expérience viscérale, elle, est totalement censurée. Le parallèle avec le casque anti-bruit décrit parfaitement ce phénomène de dissociation partielle qui opère chez ces individus. Le corps bloque la voie de conduction émotionnelle. Et le vrai danger de ce mécanisme sur le long terme, c'est l'illusion d'apathie qu'il finit par créer chez la personne elle-même. C'est-à-dire, Elle finit par y croire. Exactement. La vie finit par lui paraître complètement plate, non pas parce qu'il ne s'y passe rien de beau ou d'excitant, mais parce que l'énergie de ces beaux moments est en permanence confinée derrière un mur étanche. D'ailleurs, c'est très commun de voir de nombreuses personnes dans ce cas finir par douter de leur propre humanité. ah ouais, à ce point-là, ok. Oui, elles se regardent dans le miroir et se demandent pourquoi est-ce que je ne ressens pas les choses avec la même intensité que les autres? Est-ce que je suis cassée à l'intérieur? Waouh, c'est lourd, je vois. Mais du coup, creusons un petit peu la question de ce mur étanche. On a parlé tout à l'heure de la petite sœur qui renverse au plateau de Monopoly, donc des traumatismes d'enfance, mais au-delà de l'enfance stricte, quelles sont les autres racines possibles de ce verrouillage? Pourquoi est-ce que le cerveau humain, d'une manière plus générale, en vient à associer la démonstration du bonheur à une menace imminente? C'est une excellente question. Les éléments déclencheurs sont multiples, bien sûr, mais ils tournent presque toujours autour d'une notion centrale, la vulnérabilité. La vulnérabilité. Oui, montrer sa joie au grand jour, c'est littéralement baisser sa garde. C'est exposer son ventre mou. Et pour beaucoup d'êtres humains, cette ouverture a été sévèrement punie par le passé. Puni comment? Attention de parents ou de figures d'autorité abusives. Dans certains foyers toxiques, être visible, faire du bruit, même un bruit joyeux, c'était devenir une cible instantanée. Donc on apprend à se fondre dans le papier peint. Voilà, ensuite il y a aussi le conditionnement social, un conditionnement qui est beaucoup plus subtil mais constant. On vit dans des sociétés qui valorisent souvent le stoïcisme ou même le cynisme, surtout chez les adultes. C'est très vrai ça. L'air blasé, ça fait intelligent. Exactement. Dans certains milieux professionnels ou intellectuels, s'émerveiller ouvertement ou s'enthousiasmer pour une petite chose, c'est perçu comme une marque de naïveté, un manque de sophistication, de maturité. Donc on se bride pour avoir l'air professionnel. C'est ça. Et c'est ce que les recherches soulignent avec le plus de force, la cause la plus puissante, et de loin, ça reste l'anticipation anxieuse de la perte. Ce qu'on pourrait appeler la fameuse peur de la chute. La peur de la chute, c'est-à-dire l'idée que si l'on montre trop haut sur l'échelle de la joie, le retour à la réalité n'en sera que plus dévastateur si une tragédie survient juste après. C'est précisément cela. C'est une forme de pensée magique, en fait, qui est très profondément ancrée dans notre biologie et qui nous murmure en permanence à l'oreille. Si je ne m'attache pas trop à ce bonheur, si je ne le vis pas pleinement avec tout mon corps, sa disparition éventuelle me fera beaucoup moins mal. Une sorte de prédeuil de la joie. Éthique. On préfère ramper prudemment près du sol plutôt que de voler, parce qu'on craint que la chute depuis le ciel ne soit mortelle. C'est l'essence même du problème, oui. C'est vraiment fou quand on met ça en perspective avec le monde moderne dans lequel on vit. Je veux dire, on navigue aujourd'hui dans une société qui souffre d'une véritable injonction à la positivité, voire à la positivité toxique. Ah, les réseaux sociaux. Mais carrément, il faut être heureux. Il faut avoir sa best life affichée sur tous les réseaux sociaux avec des filtres parfaits, des citations inspirantes placardées partout sur ses murs. La recherche de l'extase, c'est devenu une obligation de performance. Une vitrine. Exactement, une vitrine. Et pourtant, le paradoxe, il est là. Si quelqu'un exprime sa joie de manière brute, non filtrée, un peu trop forte dans la vraie vie, la société dégaine immédiatement son fusil à lunettes pour le recadrer. C'est très juste. Le décalage est énorme. On lève les yeux au ciel face à quelqu'un qui rit un peu trop fort, ou bizarrement dans un café. On juge les collègues qui célèbrent trop bruyamment leur réussite en les qualifiant d'arrogants ou de vantards. C'est un paradoxe absolu. On exige de voir la joie, oui, mais attention, elle doit être bien coiffée, présentable, photogénique, et surtout, elle ne doit déranger personne. Cette double contrainte sociale dont tu parles, elle renforce considérablement le verrouillage nerveux qu'on écrivait tout à l'heure. L'individu est littéralement pris en étau. Coincé entre deux feux. D'un côté, il subit la pression écrasante de devoir ressentir et afficher le bonheur.
Et de l'autre, il sait que le couperet du jugement va tomber s'il ne manifeste en dehors des codes très stricts de la bienséance. Donc face à ce champ de mine sociale, le gardien hyper vigilant qu'est notre système de défense interne choisit la seule option sûre, Le blackout complet. le blackout des communications corporelles. On garde tout à l'intérieur, derrière les murs de la forteresse. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, concrètement, pour la dynamique d'une vie humaine sur le long terme? Parce que on ne peut pas comprimer une telle quantité d'énergie indéfiniment sans finir par créer des dommages structurels. Le gardien fait son travail, oui, il nous protège de la chute, mais à quel prix pour l'équilibre intérieur de la personne? Le coût est faramineux. Et il se paie, jour après jour, en monnaie de frustration. Pour comprendre ce coût, il faut revenir à la nature même de la joie. La joie, à l'état pur, c'est une émotion d'expansion. Une émotion d'expansion, ça veut dire qu'elle cherche à prendre de la place. C'est exactement ça. Contrairement à la peur, par exemple, qui provoque une rétraction physique immédiate, on se recroqueville, on se replie sur soi pour protéger ses organes vitaux, ou contrairement à la tristesse qui nous ralentit physiquement pour économiser notre énergie, La joie, c'est l'inverse. la joie possède une force centrifuge. Elle a un besoin vital d'occuper de l'espace. Elle veut naturellement s'ouvrir, se montrer, mettre les corps en mouvement, sauter, danser, produire du son. Donc, lorsqu'on la contraint artificiellement dans un espace clos à cause de notre conditionnement, cette énergie ne disparaît pas par magie. Elle va où alors? Elle stagne, elle bouillonne à l'intérieur. Et cela crée un déchirement psychologique profond. La personne devient témoin des beaux moments de sa propre existence, mais elle a l'impression tenace, douloureuse, de vivre sa vie par procuration. Comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre. C'est là que réside cette phrase terrible, vraiment marquante, qu'on retrouve dans nos sources et qui est souvent prononcée par ceux qui vivent cette mécanique. Je suis heureuse, mais ça ne se voit pas. C'est d'une tristesse infinie, je trouve. C'est le cri du cœur de ce syndrome. Et au-delà du déchirement purement interne, imagine un peu les ravages que cela produit au niveau relationnel. Pensons par exemple à un partenaire qui organise une énorme fête surprise, ou qui offre un cadeau hyper personnel, longuement réfléchi, et qui se retrouve face à un mur de politesse tiède. Comment l'entourage peut-il décrypter ce manque total de signaux? C'est souvent là que la mécanique de protection individuelle se transforme en véritable drame social. Parce que l'entourage, il ne possède pas de machine à lire dans les pensées. Bah non, malheureusement. Il ne voit qu'une absence de réaction à l'extérieur. Et naturellement, instinctivement, cet entourage va interpréter ce vide comme de l'indifférence, de l'ennui, ou pire encore, un manque d'amour ou d'appréciation. C'est le malentendu tragique. Le paradoxe est cruellement ironique. La personne concernée fait un effort surhumain au niveau de son système nerveux pour gérer une intensité émotionnelle qu'elle perçoit intérieurement comme très menaçante. Et en retour, en récompense de cet effort de gestion énorme, ses proches lui reprochent sa froideur et sa distance. Ça doit être tellement frustrant. L'humain est un animal fondamentalement social. Le rire franc, les expressions faciales de bonheur partagé, ce sont des colles évolutives. Elles servent à synchroniser les membres d'un groupe, à se dire les uns aux autres « Regarde, nous sommes en sécurité ensemble, on peut se détendre ». Quand ce signal est coupé à la source, la connexion empathique est rompue. C'est comme si la personne hurlait de joie, mais à l'intérieur d'une pièce totalement insonorisée, en frappant contre la vitre de toutes ses forces, et que les gens à l'extérieur de la pièce, en voyant juste ses lèvres bouger, sans entendre le moindre son, se disaient « Ah bah, elle s'ennuie profondément », et finissaient par s'en aller pour la laisser seule. C'est une image terrifiante mais très juste. C'est la prison parfaite. La prison parfaite. Car ce système de défense, qui était censé protéger l'individu du rejet à l'origine, finit par provoquer très exactement ce qu'il essayait d'éviter, le rejet et l'isolement social. La boucle est bouclée, de la pire des manières. Eh bien, si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle complexe, l'image globale qui se dessine est vraiment puissante. Ne pas réussir à exprimer la joie, ce n'est absolument pas le symptôme d'un cœur froid ou d'une incapacité biologique au bonheur, comme on pourra le juger hâtivement. Pas du tout. C'est en fait la cicatrice d'un système d'alarme qui est paradoxalement beaucoup trop performant. Un système qui a appris, à ses dépens, que l'expansion était toujours synonyme de danger. L'image de la fenêtre qu'on a effleurée tout à l'heure résume cela avec une justesse poignante. Tout à fait. C'est comme si on gardait tout au fond de soi un éclat de lumière brûlant, un véritable petit soleil intérieur, mais qu'on refusait catégoriquement d'ouvrir les volets, de peur que quelqu'un, depuis la rue, ne voie cette lumière et ne vienne jeter une pierre pour fracasser la vitre. Et prendre conscience de cette dynamique cachée, ça change fondamentalement la donne.
que ce soit pour l'acceptation de soi-même ou pour l'observation bienveillante des autres. Cela remplace le jugement moral facile par une véritable compréhension biologique et psychologique. Ça change tout le prisme. Ce visage lisse, apparemment impassible lors d'un moment de grande fête, n'est plus la preuve d'un égoïsme ou d'un manque de gratitude, c'est au contraire l'indice visible d'une énergie massive, colossale, qui est contenue de force par un système de survie épuisant. Et cette compréhension, elle nous offre des lunettes radicalement différentes pour naviguer dans nos propres relations. Bien sûr, ça demande une patience immense de ne pas exiger en permanence des réactions théâtrales ou validantes de la part de ceux que l'on aime. L'ego doit un peu s'effacer, oui. C'est ça. Mais cette analyse vertigineuse nous amène aussi à soulever une réflexion finale qui dépasse largement la simple compréhension théorique du mécanisme. Si notre corps, tel un bunker ultra sécurisé, a verrouillé toutes ses fenêtres parce qu'un environnement passé s'est révélé hostile, moqueur ou dangereux, La question centrale devient celle de la rééducation de ce système nerveux, oui. exactement, c'est la grande question. Quel est le signal précis aujourd'hui, dans la réalité de notre présent, qui pourrait enfin convaincre notre biologie profonde que le danger est définitivement écarté? Vaste programme. Comment faire comprendre à ce gardien hyper vigilant que la lumière de la joie peut désormais filtrer à travers les volets sans attirer immédiatement les prédateurs? Et surtout, comment, très concrètement dans le quotidien, réapprendre à ouvrir cette fenêtre, ne serait-ce qu'un minuscule millimètre après l'autre? C'est le travail de toute une vie pour certains. Oui, et ça invite à une véritable et profonde introspection pour chacun d'entre nous. Prendre le temps de sonder, avec douceur, ses propres murs intérieurs, ça permet au moins de se rappeler d'une chose essentielle. L'absence de lignes de fracture apparentes sur la radiographie de nos émotions ne signifie pas qu'il n'y a rien d'intense à observer à l'intérieur. La vie est toujours là. Toujours. Sous la surface immobile de l'eau, la lumière attend simplement de savoir qu'il fait assez sûr pour enfin briller au grand jour. On vous laisse méditer là-dessus. À la prochaine pour une nouvelle plongée dans les rouages fascinants de notre complexité.